Cette semaine, à Info TV Laval, chronique 20 avec Vicky Volikakis. On parle du domaine Le Pive Gris de Bohème, Aquinas et Ormarine. Danny Samuel à la chronique méditation. On parle de la gratitude. Suivi de Ruxandra Georgescu qui nous parle de l'impact de l'hiver et changement d'heure, etc. Comment le yoga peut nous aider à améliorer la situation. Benoît Desjardins-Baudouin de l'Association des résidents de Champfleury vient nous parler du marché Noël et des activités en cours. Hattie So, animatrice de Laval en milieu et une culture, vient nous parler du monument érigé pour la diversité culturelle. Et Nicolas Vincent Poirier vient nous parler de Girl in the Spider's Web, tiré d'une série Millennium qui a été très populaire. On va voir ses impressions là-dessus. Nous avons aussi Rarès Bourlacou, chroniqueur politique, qui nous parle de ce qui se passe avec Bombardier présentement. Donc, et le cours à suivre que l'entreprise devrait peut-être songer à prendre. Donc, on est prêts? Vous êtes prêts? Nous le sommes. 4, 3, 2, 1, ça tourne. À la chronique économique, on pourrait dire cette semaine, mais c'est principalement chronique politique. Rarès Bourlacou, bonjour. Bonjour, au plaisir de vous retrouver. Au plaisir de te revoir, toujours. Toujours. Alors, cette semaine, Bombardier, en fait, la semaine dernière, Bombardier ont mis à pied 2500 personnes au Québec, ainsi que 2500 dans le reste du Canada, pour un total de 5000 personnes. Ce qui a créé la controverse, c'est que les têtes dirigeantes se sont attribuées des bonus. Donc, à ce niveau-là, ça peut décortiquer l'histoire pour nous. Oui, là. en fait, ils ont annoncé comme quoi ils vont faire ces mises à pied. Donc, c'est pas pour l'immédiat, mais quand même dans une période de temps qui se tale sur un an et demi, on va voir ça. C'est pas juste au Québec, ça va être à l'étendue de son réseau au niveau international. Mais vous aviez tout à fait raison, ça va être une 2500 au Québec. Je trouve que c'est vraiment une décision qui va à l'encontre de qu'est-ce qu'on pense comme stratégie industrielle au Québec. Puis je m'explique. Vu que c'est l'industrie aérospatiale, c'est un secteur privilégié où l'État... C'est la fine pointe de la technologie. C'est la fine pointe de la technologie. Il te faut des ouvriers, des spécialistes, des professionnels, des techniciens extrêmement bien qualifiés, dont l'investissement dans les ressources humaines est tout à fait particulière. Pour ne pas parler de l'industrie, c'est ce qu'on appelle le cluster, donc regroupement de quelques industries qui se trouvent sur l'horizontale, qui appuient le développement de ce secteur-là. Je trouve que c'est malheureux parce que dans un contexte mondial où on diminue la production à partir de l'usine, à partir de produits fabriqués dans une usine, on voit qu'on s'en sert dans ce circuit dont on a un très mauvais exemple. La France. La France a perdu dans les dernières décennies plusieurs pourcents de son production manufacturière industrielle, chose qui fait en sorte que de tous les pays industrialisés, la France, c'est le seul pays qui n'a pas réglé encore la question liée à l'emploi. Donc, on est... C'est une grosse question, là. C'est essentiel. Très fort. On se pose légitimement la question, est-ce que le Québec va se diriger vers une situation similaire? Dans une situation similaire, encore une fois, avec une industrie qui était considérée comme le fleuron de notre Québec Inc. N'oubliez pas, s'il y a 3 villes dans le monde où on peut construire un avion au niveau complet, c'est à Toulouse où on fait Airbus, c'est à Seattle où on fait Boeing, puis c'est à Montréal où on fait Bombardier. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette compétition internationale avec ces annonces, avec tout ce programme de rajustement pour faciliter l'optimisation financière de l'industrie? Ça fait mal. Mais c'est quand même relativement surprenant, ces annonces, du point de vue que, les gens trouvent que la haute direction s'est attribué des bonus, des parachutes dorés, mais oui.
Est-ce que c'est exagéré ou c'est un standard de l'industrie que là, il est juste appliqué à un moment qui est comme vraiment embêtant dans la situation économique de l'entreprise, puis mondialement, ce qui se passe au niveau de l'aviation? Effectivement, pour ne pas tomber dans un populisme générique, moi, je suis tout à fait d'accord de dire que les dirigeants, ils ont tout le droit de se fixer avec effectivement la décision du conseil entérinée par le conseil d'administration, les bonus puis les salaires qu'ils veulent. Si c'est lié à la productivité, à la production, aux ventes de ce produit qui sont les avions. Est-ce que ça arrive dans notre cas comme quoi ces salaires sont reliés à la performance de l'industrie? Vu qu'on a subventionné pas mal dans les dernières années, y compris le gouvernement Couillard, je pense que c'est une situation à revoir. Ce n'est pas juste une perception de la population, mais c'est une situation économique particulière. La performance n'est pas là à partir du moment où on licencie ces gens-là. Alors, il faut effectivement revoir la rémunération des autres dirigeants. Mais depuis plusieurs années, le gouvernement a investi massivement dans la C-Series. Est-ce que ça a un lien direct avec ça? Est-ce qu'on a manqué notre coup? Parce que j'ai noté que tu parles déjà de cette industrie au passé. J'ai peur qu'on se dirige là parce que, encore une fois, oui, c'est bien beau de voir un bilan comptable d'une entreprise puis pour dire que voilà, on a épargné, comment ils ont annoncé, 250 millions de dollars. Mais effectivement, dans la stratégie globale, vu que sur ce continent américain, on a une très grand compétiteur Boeing, qui est avec Boeing. Trump qui a fait en Amérique du certaines... Sud, on a Embraer qui quand même exactement agit dans les marches, dans les plates-bandes du bombardier avec une partie de ces avions. Alors, on se pose encore une fois la question, est-ce qu'on se dirige vers une diminution, voire vers la fin du secteur industriel, avec la vente vers l'Airbus, avec les postes d'emploi qu'on coupe, avec la diminution de contrats. Je pense que ça devrait devenir un enjeu de société à ce moment-là. Pas de partisanerie politique, mais bien un enjeu où tous les grands spécialistes doivent se réunir autour d'une table de concertation. OK. Rapidement, en quelques secondes, quel serait, selon toi, le prochain indice à regarder pour savoir si vraiment on se dirige dans cette situation qui serait catastrophique ou si c'est vraiment une phase transitoire de juste on replace les choses? Qu'est-ce qui serait le prochain symptôme? Le prochain symptôme, ça va être de regarder le cours que l'action va suivre dans la bourse, sur le marché. Donc, un mouvement de panique pourrait accélérer le processus. Effectivement, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ressentent les investisseurs ici et sur le marché européen. Il faut voir à ce moment-là, vu le partenariat, disons, qu'on a avec l'Airbus, ça va être quoi leur réaction par rapport à ce qui... on garde l'œil ouvert. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Arès. Un gros merci. On garde l'œil ouvert. Au plaisir. Au revoir. À la prochaine. Chronique cinéma, toujours avec Nicolas-Vincent Poirier. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Ouais. Alors, tu as un beau gros film à nous parler qui s'appelle The Girl in the Spider's Web, qui vient d'une série de livres. En fait, fais-nous l'historique de ça parce que je suis pas sûr de tout comprendre. OK, bien, il y a eu une série de livres Millennium qui a été écrit par Stieg Larsson. Il y a eu 3 romans seulement. Malheureusement, Stieg Larsson est décédé en 2004. Okay. Et le premier film suédois de cette série-là a été fait en 2009 et ça a été un énorme succès avec 13 millions de dollars de budget seulement. Le film a fait 110 millions, entre 104 et 110 millions à travers le monde. Et bon, évidemment, on a vu le potentiel de ça. On a eu droit à une trilogie suédoise. Il y a aussi une mini-série Millennium. Et tout à coup, en 2011, David Fincher décide d'adapter, de faire un remake, disons, du premier Millennium. The Girl with the Dragon Tattoo, exactement, avec Daniel Craig, ouais, entre autres. Et le film n'a pas été, finalement, le film a été très bien reçu au niveau des critiques. C'est un très beau film.
l'esthétique, il y a une très belle esthétique, ce film-là, un peu comme... David Finch en partant, là. Ben oui, il est excellent comme réalisateur, mais la version de 2009 aussi avait une très belle esthétique. Et malheureusement, ce film-là, la version de 2011, oui, elle a rapporté plus d'argent techniquement que la version suédoise. On parle de 232 millions. Oui, mais avec un investissement de combien? 90 millions. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a un potentiel, on le comprend. Le storyline est en partant super intéressant. Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'une hacker qui s'appelle Lisbeth Salander et un journaliste qui a une revue qui s'appelle Millennium, qui s'appelle Michael Blomqvist. Et les deux, vont s'unir pour trouver des criminels. Et, on comprenait, aux États-Unis, on comprenait le potentiel d'une franchise comme ça, mais aussi, si on revient au roman Millennium, Stieg Larsson, lui, son but, c'était de faire une dizaine de romans, et non seulement 3. Il y en a eu 3 avant son décès, et à son décès, sa femme voulait protéger ça d'une certaine façon et pas nécessairement que ça devienne... du n'importe quoi repris à toutes les saveurs. C'est ça, puis que tout le monde puisse prendre ces personnages-là et faire d'autres histoires. Mais vu qu'il n'était pas techniquement marié avec sa conjointe, ce qui s'est passé, c'est que les droits sont retournés à sa famille. À sa famille, OK. À sa famille. Et sa famille, ils ont engagé un auteur pour écrire d'autres romans. Compléter l'œuvre, en fait. Compléter les rêves. Parce qu'ils se sont basés sur ces manuscrits qui n'avaient pas tout à fait complété. Donc, on part de certains éléments que l'auteur avait notés, mais quand même, on donne ça à quelqu'un d'autre. Et ce film-ci est basé sur le premier roman qui n'a pas été écrit par Stieg Larsson. OK. Est-ce que tu as lu le roman? Non. Non, j'ai pas lu... Toi, t'es plus... je vais attendre que ça sorte au cinéma. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, je n'ai pas lu les romans, mais j'ai bien aimé les autres adaptations du roman au cinéma. Pour ce qui est de celui-ci, vu que si on revient à la version de 2011, il a fait de l'argent, mais pas tant que ça, avec un budget quand même de 90 millions, on a fait ce qu'on appelle un soft reboot. Vu que ça a pris beaucoup de temps avant d'en faire un autre... C'est que les gens ont un petit peu oublié l'histoire? Bien, c'est que les acteurs étaient pas... Les acteurs de la première version de 2011 n'étaient pas disponibles. David Fincher non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un reboot? On recommence à zéro? Ah, on va juste prendre d'autres acteurs puis faire une espèce de soft reboot. C'est comme une nouvelle histoire avec les mêmes personnages. Ça n'a rien à voir avec... On n'a pas besoin de se rappeler du premier. OK. C'est pas une suite directe, c'est inspiré de très fortement. C'est ça. Et pour ce qui est de l'histoire, c'est Lisbeth Salander qui va découvrir que sa méchante sœur est encore vivante. Et ça va être je fais ça rapidement, une espèce de combat entre elle et sa méchante sœur. Et autant j'ai adoré les histoires des autres films précédents, autant celui-ci... Il y a quelque chose que j'ai pas aimé. L'esthétique est pas du tout la même que ce que j'ai vu avant à ce niveau-là. Ils n'ont pas essayé de retravailler ce que David Finch avait donné comme image. Ils se sont éloignés de ça trop? Non, c'est pas assez dark. Mais le réalisateur, Fede Alvarez, c'est lui qui a réalisé, entre autres, Don't Breathe. Des films d'horreur qui ont marqué les dernières années. Là, il a fait le remake de Evil Dead aussi en 2013. Donc, c'est une bonne idée de lui confier la réalisation. Mais comme il était plus dans l'horreur, le suspense, le développement de l'histoire, est-ce que c'est bien? Écoute, je te dirais que c'est le moins bon de la gang. Il y a un look un peu télé cheap, je dirais. Okay. C'est un film fait pour la télé, là, genre ça pourrait un peu ressembler... L'histoire pourrait un petit peu ressembler à ça. C'est sûr que l'esthétique est un petit peu supérieure. Mais quand je le compare, ce film-ci, aux autres histoires que j'ai vues dans l'univers de Millennium... C'est le maillon faible. C'est le maillon faible parce qu'on regarde la bande-annonce, c'est très... elle est longue. Disons. Elle est longue, la bande-annonce. J'ai vu des trucs qui sont intéressants, qui font comme « Oh, ça attire mon attention, ça me donne le goût ». En même temps, j'ai comme l'impression que la bande-annonce m'a tout appris. Je me trompe? Tu te trompes pas vraiment. Pas vrai? La bande... Écoute, on découvre certaines choses, mais tu sais, on passe de cliché en cliché. La réalisation, elle est bonne, mais si je le compare
au style qui a été fait avant, que ce soit les versions suédoises ou l'américaine de 2011. On n'est pas là. On n'est pas là, même si techniquement, oui, la réalisation, elle est bonne. Elle est bonne, oui, mais c'est pas le même niveau. Exactement. L'actrice Claire Foy, qui interprète Lisbeth Salander, elle est très bonne dans son rôle. Les acteurs sont bons. C'est vraiment l'histoire. Je ne sais pas si c'est un peu la même base dans le roman, mais tu sais, ça fait très... C'est peut-être l'adaptation du roman au cinéma qui n'a pas bien On dirait tourné. qu'ils ont essayé de transformer ça un petit peu en James Bourne un peu mal réussi. Jason Bourne rencontre Tom Cruise, peut-être. Exactement, avec un mix de Jack Reaper. Donc, ce que ça donne, c'est le moins bon de la gang et le box-office le montre aussi. Là, 40 millions de budget, 8 millions au box-office en Amérique du Nord. Commence au numéro 5. Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres. Nicolas Vincent, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci. On se voit la semaine prochaine. Chronique culturelle, Hadissa, qui est aussi animatrice de Mille et une cultures ici. Laval en Mille et une cultures, pardon. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, Stéphanie? Oui. De quoi nous parles-tu cette semaine? Il y a un nouveau monument pour la diversité culturelle qui sera érigé à Laval. À Laval, exactement. Donc, écoute, Stéphanie, on vient juste de sortir de la semaine des rencontres interculturelles. Ouais. Donc, toujours dans la même veine, depuis un an quand même que ça se prépare, ce monument-là, pour rendre hommage un peu à la diversité culturelle, souligner l'apport de la diversité culturelle au niveau de Laval. Donc, il y avait une entente entre la ville de Laval, signée par le maire de Laval, Marc Demers, et l'Union catholique libanaise, avec à sa tête Roland Dick. Donc, en septembre 2017, une entente pour ériger un monument représentatif de l'apport d'abord de la communauté libanaise, parce que c'est cette communauté qui a initié le pas. Voilà, qui a initié le pas, mais qui devrait quand même joindre tout ce qui est immigration. Il faut savoir que Laval est la deuxième ville en immigration. Je ne sais pas, je l'ai répété combien de fois dans plusieurs chroniques, mais c'est exactement ça. Tu peux le redire, c'est important. C'est important. On ne réalise pas des fois. Oui, on ne réalise pas. La deuxième ville en immigration, on parle d'un Lavallois sur deux qui est né de parents immigrants. Et c'est quand même une ville très, très diversifiée. Puis, il faut vraiment pousser l'interculturalisme. Donc, quand on parle d'interculturalisme, c'est les relations entre les gens de différentes ethnies. Donc, on parle de 188 ethnies à Laval. Écoute, on est en 2018. Oui. C'est quand même... C'est triste quand même de devoir faire un appel à l'unité. Ah, on est tous humains, on vit tous ensemble sur la belle planète. Puis c'est quand même assez triste. Mais c'est une belle chose quand même qu'on travaille pour rallier le pan, pour remettre tout ça. Il le faut. Parce qu'on parle beaucoup de tolérance de nos jours, mais c'est pas de la tolérance qu'on a besoin, c'est de l'acceptation. C'est carrément... Et de l'amour. En fait, c'est vraiment, c'est surtout, de l'amour. Accepter l'autre, que l'autre accepte, qu'on est tous pareils. Puis je pense quand même que c'est une bonne initiative. Oui. Le fait qu'on ait une place, moi je me dis, on pourrait peut-être l'appeler la place de l'amitié ou la place de l'amitié des peuples. Une place où les gens pourront voir, OK, ça symbolise l'apport des différents peuples à l'édification de Laval. OK? C'est sûr que Laval s'est construit depuis longtemps, mais elle continue à se construire avec des nouveaux arrivants. Puis les premières générations d'immigrants ont beaucoup, beaucoup apporté à la ville. Et c'est ce que cet organisme-là a voulu faire en allant proposer à Ville de Laval de faire ce monument-là. Donc, une œuvre dont l'installation aux abords de la place Saint-Norbert était prévue cet automne. Donc, il y a eu un appel de concours et un artiste québécois a été choisi. Il s'agit de Patrick Bérubé. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir un peu la maquette, à quoi ça ressemble. Donc, c'est sûr que ça rappelle un peu les origines des gens qui ont initié le mouvement, donc le Liban. C'est sûr, ça rappelle aussi le monument de la place d'Alais à Montréal, parce que ça, en 2010, il y a eu une telle initiative à Montréal aussi, portée par la communauté libanaise qui a été faite à Aounsi-Cartierville. Et à Laval, ça a été porté par Roland Dick, donc, qui, en ce moment-là, avait démarché la mairie. Puis
puis le maire s'est dit très, très satisfait, puis très heureux que ce monument existe, puis que ça soit à travers la communauté libanaise pour montrer un peu l'apport de cette communauté à Laval. Parce qu'ils ont financé quand même une grosse partie Ils ont financé, du monument. Le oui, monument oui. a coûté combien, puis combien ils ont apporté déjà? On parle de 161 000 $ pour le monument, Pour tout puis la l'ensemble de place, l'œuvre. puis tout l'ensemble de l'œuvre. Puis la communauté libanaise a eu un apport de 30 000. C'est quand même super intéressant parce C'est que là, super écoutez, on n'est pas seulement en train d'apporter une bonne idée, on Oui. met l'argent sur la table pour dire, regardez, Voilà. embarquez. Écoute, ça va sûrement embellir la place Saint-Norbert. Il ne faut, Sans pas oublier que Roland Dick est aussi architecte. Quand je lui ai dit, mais pourquoi pas un centre? Donc, pourquoi... il a un œil pour agencer oui, avec voilà, l'environnement. c'est ça. Puis le fait qu'il y aurait quand même quelque chose d'artistique, d'un grand artiste québécois, parce qu'il est quand même connu, Pascal Ouais. Bérubé. Donc, ça va être un point de ralliement. Ça peut être aussi un espace touristique que où les gens pourraient venir voir un peu, visiter, parce que, tu sais, si tu vas à Halifax, tu vas aller visiter certaines places qui sont emblématiques de l'immigration. Donc, c'est un pas qui va être fait. Et, le challenge, c'est que ça soit maintenant quelque chose que toutes les communautés culturelles s'approprient, que ça ne soit pas juste une statue pour la communauté libanaise. Et je pense que c'est le souci aussi des instigateurs. Ils se disent, oui, on est à la base, mais on aimerait que ça représente chacun, que chacun se reconnaisse là-dedans, qu'elle soit d'une communauté distincte, haïtienne, arménienne, grecque, québécoise, que tout le monde s'approprie ça. Puis je pense que dans la démarche, on va développer ça plus tard avec les informations qu'on aura. On parle d'apposer les empreintes des gens d'horizons divers pour montrer cette mosaïque culture, immortaliser vraiment, que ça soit un monument rassembleur. Donc le but, c'est d'en faire un monument rassembleur. Écoute, moi, je crois que dans 50 ans d'ici, Laval va être complètement différent parce que on va être tous tissés, entremêlés, puis ça va être tout simplement, on vit à Laval. On vit à Laval. Comment on appelle ça, un Laval métissé serré, pour reprendre l'expression de Métissé serré, voilà. Au lieu de tricoter serré, on va métisser serré, voilà. Puis toi aussi, tu fais de l'interculturalisme au jour le jour, à tous les jours, avec ton émission Laval en 1001 cultures. C'est ça. Puis on a aussi emboîté le pas en marge de Laval en 1001 cultures. On fait les rencontres de Laval en 1001 cultures qui sont aussi des moments d'interculturalisme. On essaie d'encourager la participation de tout le monde, que les gens apprennent à se connaître, à connaître les immigrants, mais que les immigrants aussi apprennent à connaître d'autres facettes de la société d'accueil. Parce que c'est en dialoguant qu'on arrive à établir des ponts. Voilà, puis qu'on bâtit un Québec où il fait bon vivre. Voilà. Alors, Laval en 1001 cultures, avec Radisson. Un gros merci, Ado. Merci. On se voit dans 2 semaines. Voilà. Ce matin, on reçoit Benoît Desjardins-Baudouin. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, très bien. Donc, coordonnateur des communications et des événements de l'Association des résidents de Champfleury. Donc, tu aimerais nous parler de quelques sujets ce matin qui concernent Champfleury. Oui, absolument. Donc, des événements qui s'en viennent très prochainement. Premièrement, il y a la consultation citoyenne qui s'en vient le 25 novembre. Donc, consultation citoyenne qui va être suivie de l'Assemblée générale annuelle. Donc, s'il y a vraiment une journée où les citoyens ou les membres, tout le monde veulent en apprendre davantage sur l'association et s'impliquer dans l'association, c'est vraiment la journée où les gens doivent venir. OK. Si tu pouvais me parler au départ, l'Association des résidents de Champfleury. Le nom indique que c'est pour les gens de Champfleury, on s'entend, les résidents, mais c'est quoi les objectifs? Les objectifs, c'est améliorer la qualité de vie des résidents de Champfleury, mais aussi des environs. Donc, même si Champfleury dans notre nom, on est beaucoup plus large que ça. On touche Sainte-Rose, Fabreville. Il y a des gens qui viennent à nos loisirs, qui viennent de Vimont.
il n'y a pas très longtemps, Parcours Hanté à l'Halloween, il y avait des gens de Saint-Eustache, ça allait jusqu'à Prévost, Montréal. Donc, on a un très beau rayonnement, puis on en est très fiers. Puis les activités, puis les opportunités de rencontre, à quoi ça ressemble au juste? Pour les gens qui ne savent pas à la maison, là, parce qu'il y a des gens qui sont dans ces quartiers-là qui ne savent peut-être pas que vous existez, puis qu'est-ce que vous avez apporté? Bien, dans le fond, on a 5 grands volets. On a le volet des loisirs, donc beaucoup d'activités de loisirs, autant agriculture, du sport, badminton, de la danse, beaucoup de choix. On a camp de jour estival, camp de jour de la relâche, les événements, environ une dizaine d'événements par année, un service de location de salle et aussi on anime la vie de quartier. Donc, 25 novembre, consultation citoyenne suivie de l'Assemblée générale annuelle, donc pour les gens qui veulent s'impliquer ou qui ont peut-être un peu de feedback à donner sur les activités qu'elles ont vécues dans les derniers mois, dans la dernière année. Exactement. C'est ça qu'on veut savoir. Dans le fond, nous, on veut faire ça, la consultation, pour mettre en place notre plan stratégique 2019-2021. Donc, qu'est-ce que va faire l'association pour les 3 prochaines années? On veut avoir l'opinion des gens, des citoyens, des gens de Sainte-Rose, Fabreville, tout le monde qui gravite un peu autour de l'association. On veut qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qui est important pour eux. Est-ce que c'est l'environnemental? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce qu'on devrait miser plus sur les événements? S'il y a une journée, c'est cette journée-là pour venir nous dire qu'est-ce que les gens... Pour faire entendre votre voix pour la priorisation des projets futurs. Exactement, parce que nous, on travaille pour les résidents. Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et par la suite, il y a le marché de Noël de Champfleury qui va se passer les 1er et 2 décembre avec plus de 40 exposants. Exactement. Visite de Père Noël, bricolage, maquillage, décoration de biscuits en pain d'épices et beaucoup plus. C'est le beaucoup plus qui m'intéresse. OK. Bien, ça, on est très contents. C'est un bel événement. C'est la 3e édition qu'on fait cette année. Donc, comme tu l'as dit, c'est beaucoup d'exposants, plus de 40 exposants. On en a vraiment de toutes les sortes. Le comité de sélection s'assoit et s'assure d'avoir de tous les genres des kiosques. Donc, chaque kiosque est unique. C'est ça qui fait la beauté du marché de Noël de Champfleury. Donc, on en a dans les gourmands, produits naturels, couture et textile, pour tous les choix. Tu l'as dit, visite du Père Noël, bricolage, atelier de décoration de biscuits en pain d'épices, compte animé. On est en train de regarder aussi pour avoir des food trucks cette année. Oh, ça, c'est la tendance aussi pour... Exactement. Autant pour les artisans, les exposants qui doivent rester à leur kiosque toute la journée, exactement. Et avoir un petit plus aussi pour les participants. Cette année, on estime qu'il va y avoir autour de 2000-2500 participants cette année. Donc, 3e édition. Les 2 dernières éditions ont été des francs succès. Puis, qu'est-ce qui serait différent de cette édition-ci versus les éditions précédentes? Ça va être toutes les et plus qu'on est encore en train de tout finaliser en ce moment. Donc, des food trucks, de l'animation avec le camp de jour. On est en train de regarder pour avoir des subventions pour toujours plus grossir l'animation. Niveau exposant, on est assez saturé. Donc, ça va vraiment être dans l'animation qui va entourer. Les exposants, j'imagine, c'est des exposants locaux, des artisans, commerçants locaux qui ont été choisis? Oui, bien, c'est un des critères de sélection. On essaye de beaucoup miser sur le local. Donc, de plus en plus dans nos événements, nous, on essaie de faire un virage vert. Le local en fait partie. Il y en a certains qui viennent de Montréal, un peu plus loin, mais on essaye beaucoup de prioriser Laval et encore plus Sainte-Rose. Donc, on réinvestit localement, c'est réinvesti localement, le tour de roue s'accomplit. Puis, quelle autre activité s'en viennent sur le radar, là, sans nécessairement que ça soit très précis, là, juste donner une idée, grosso modo, aux gens à la maison de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines après le marché de Noël de Champfleury? Après le marché de Noël, il y a les loisirs, la session hiver. Donc, la programmation est sortie déjà. Les inscriptions vont commencer le 10 décembre, préinscription le 3 décembre. Donc, pour tous les gens qui veulent se remettre en forme, avoir des bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient, donc ça commence le 10 décembre. 10 décembre. Puis pour plus d'informations, on peut vous trouver sur champfleury.qc.ca. Exact. Par la suite aussi, c'est très tendance, facebook.com/CC Champfleury. Donc, il y a 3 C, un à côté de l'autre. Donc, juste en prendre une note. Puis, les horaires, les programmations, les activités, on vous invite fortement à suivre la page. Oui, absolument. Tout ce qu'on fait se retrouve sur notre page Facebook et sur notre site Internet.
D'accord. Et puis, pour finir l'entrevue, quel genre d'événement vous aimeriez peut-être que les gens apportent comme idée ou quel genre d'idée vous aimeriez avoir le 25 novembre à la fameuse AJA? Ah, ben ça c'est un peu un couteau à double tranchant. Okay. On essaye de pas trop donner de suggestions aux gens. On veut que ça soit naturel, qu'ils arrivent avec leurs idées. Que ça soit organique et vrai. Exactement. Peu importe ce qu'ils ont en tête, nous, on prend toutes les suggestions, on les étudie, on regarde si c'est possible. Par exemple, dans les dernières années, il y avait des gens qui voulaient un terrain de volley-ball de plage. Oui, là, ça marche plus ou moins. Bien, ça a fonctionné. On s'est assis avec la Ville de Laval. On a émis des recommandations. Ça a pris quand même plusieurs années. Mais tout est possible. Exactement. On est rendu avec 2 terrains de volley-ball de plage à Champfleury. Voilà. Bien, écoutez, impliquez-vous. Benoît Desjardins-Baudouin, un gros merci. Merci à vous. Et puis, on suit le reste sur l'Association des résidents de Champfleury. Une de mes chroniques favorites avec Ruxandra Georgescu. Namasté. Namasté, Poulette. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. On a changé d'heure. Ben oui. On a tous une heure de plus oui. dans les dernières semaines pour se remettre de notre été. Ouais, puis ça fait du bien. Puis Ouais. en même temps, ça annonce la neige un peu, comme tu parlais tantôt. Ouais. Le froid s'en vient, les journées sont moins longues. Puis Là, il y a ça sera 50 aussi des gens à la maison qui sont très heureux, 50 qui sont comme « Ah, Ben oui, c'est comme c'est le temps de faire du ski. Oh non, j'ai le 6 mois de froid. c'est 6 mois d'hibernation à Exactement. engraisser puis à être pâle. » C'est ça. Puis d'autres affaires que ça fait, cette lumière-là qui manque, c'est que ça nous affecte notre système hormonal. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais te parler un peu de comment que le yoga peut aider avec ça. Est-ce qu'on parle de la dépression saisonnière mélangée avec ça ou c'est autre chose, là? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. OK. Ça m'intéresse. En yoga, on a ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, ben, c'est l'œil entre les deux yeux. La glande pinéale qui est dans le cerveau. Exact. Fait que la glande pinéale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est des hormones. Puis la mélatonine, entre d'autres. Puis la mélatonine, ben, ça fait régulariser notre sommeil, notre cycle C'est de ce qui fait sommeil. qu'on dort bien, finalement. Oui. Et puis qu'on est capable de se restaurer pendant le sommeil. C'est un sommeil restauratif qui réénergise. Puis tu te réveilles le matin. fameux sommeil réparateur que beaucoup de parents rêvent d'avoir. C'est ça le mot que je cherchais. Ben, c'est ça, c'est... Qu'est-ce qui active cette glande-là? C'est la noirceur, dans le fond. Puis aussi, le niveau d'énergie qu'elle emmagasine. Puis, vu que c'est une glande qui a beaucoup plus de flot sanguin qui passe Elle est très à irriguée, travers, donc c'est très actif. la glande qui emmagasine le plus d'énergie de tous les organes. Puis, ben, les hormones, ça voyage dans le sang. Fait qu'une bonne circulation, c'est bon pour le sommeil, Ben oui. c'est bon pour ça. Fait que le yoga, ça peut aider juste par le fait que c'est l'exercice physique, puis ça stimule très bien la circulation sanguine puis la santé circulatoire. Puis, ça stimule aussi le yoga puis l'exercice physique, le flot d'énergie dans le Ça corps. affecte vraiment notre énergie. Ça Comme, affecte- c'est comme si on allait s'entraîner, puis au début, on sent comme un hype. Exact. Ben, tu sais, des fois, tu t'emmagasines, mais tu relâches pas dans le système pour que tout ton corps puis tout ton système, dans le fond, bénéficie de l'énergie que tu viens de stocker dans tes organes, dans ta colonne. Fait qu'en faisant du yoga, tu allonges la colonne presque... Je dirais que des postures à non finir qui vont allonger la colonne, comme le chien tête baissée, la pose de l'enfant. Écoute, je pourrais t'en nommer pendant des Ça, heures. d'étirer la colonne. Étirer la On détend colonne. tout le squelette. On peut reposer les muscles, les étirer, les oxygéner. Exact, mais aussi que c'est ça. C'est le flot sanguin, ça C'est pour apporter l'oxygène, exact. voilà. Puis étirer la colonne, tu libères dans le fond, tu viens relâcher toutes les tensions nerveuses à travers là où tous les nerfs passent dans Parce ton qu'on le corps. sent bien quand on est stressé, quand on est T'es surmené, pogné, on le dirait qu'on est- sent. ouais, là. Puis quand exactement. quelqu'un nous fait un petit massage, c'est comme « Oh, ça fait mal! » Quand tu relâches, tu sens que ton corps se réénergise après un massage parce que tu as été relax, ton corps il est Ouais. allongé, on t'a tiré sur les pieds, on t'a tiré sur la tête un peu, on t'a... Donc, il y a moyen de faire ces étirements-là, de par le yoga, d'optimiser le transfert
réservoirs sanguins, oxygénation. Exact. Tous Mais- nos organes respirent, on sort le méchant. Exactement. Mais aussi, en plus, pour vraiment aller chercher un bénéfice par rapport au changement horaire et tout ça, c'est vraiment la méditation. La méditation avec les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'on manque de soleil. Le soleil nous donne de l'énergie, on emmagasine l'énergie. Pendant l'hiver, on a moins de soleil. Beaucoup moins de soleil. Puis on est beaucoup plus exposé parce que, tu sais, on se couche pas avec le nouveau coucher du soleil. On se couche pas à 4h30 quand il commence à faire noir dehors. Quand on se lève, il fait noir, donc on Quand manque on se lève, de il clarté. fait noir. Fait que c'est tout le temps la lumière des ampoules, la lumière, dans le fond, électrique, la fausse lumière. La fausse lumière qui n'envoie pas de vitamines, minéraux, qui n'a pas d'effet de... Puis ça bloque le bon fonctionnement de la glande pinéale. Ouais. Fait que qu'est-ce que ça nous prend? C'est de la méditation. Fait que vraiment, fermer tes yeux puis donner de la noirceur naturelle à ton troisième œil pour activer puis stimuler la glande pinéale qui va venir, dans le fond, régler notre système de sommeil, puis qui va aussi régler un peu d'autres hormones qui circulent dans le sang puis dans le corps, puis qui va permettre au corps de se réparer mieux pendant notre sommeil, pendant notre repos. Fait que, je te dirais, des petites sessions de 10 minutes même. 10 minutes, 2-3 fois par jour, où ce qu'on peut vraiment être dans un endroit calme. Puis on peut se mettre juste en petit yogi, puis coller nos pieds ensemble comme ça ici pour que le corps, la circulation de l'énergie est de façon circulaire, là, que ça passe de façon circulaire, puis qu'on soit vraiment les paumes ensemble, les pieds ensemble, puis les yeux fermés. Puis là, on fait rien. On fait juste relaxer, C'est prendre un arrêter de moment pour penser. soi. Exactement. Puis ça fait que on va mieux supporter la noirceur, les jours plus courts, le manque de lumière naturelle du soleil. Parce qu'on Ça- s'entend, on récupère 1 heure de sommeil, mais on la récupère pas vraiment. On l'a donné au début de l'été pour avoir des soirées qui Exact. s'étirent jusqu'à 8h30, 9h le soir à l'extérieur. Exact. Là, l'hiver, on arrive de travailler, souvent il est 4h30, 5h, puis là, c'est déjà noir. On est parti travailler, il faisait déjà noir. Il Donc, faisait noir, l'heure ouais. de sommeil qu'on récupère, est-ce qu'elle nous repose vraiment ou le manque de lumière nous en enlève? Ben, voilà, on a une solution ici. Exact. Puis, en plus, on est beaucoup plus exposé à la lumière artificielle qu'à la lumière naturelle. Fait que, Ouais. allez faire du yoga. Allez faire du yoga, revenez de bonne humeur. Ruxandra Oui. Georgescu, un gros merci. Merci à toi. Bonne semaine. Une bonne semaine à toi aussi. Chronique méditative avec Dany Samuel. Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, tu nous parles de la gratitude. Mais qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est un sentiment qu'on éprouve à l'intérieur de soi, qui va nous faire sentir bien Ouais. et reconnaissant des choses qu'on a autour de nous ou en nous. OK. Et puis, c'est un sentiment, dans le fond, on se sent rempli, Oui, c'est un sentiment de comblé. bien-être. Voilà. Oui. Et puis, les effets sur le cerveau, parce que la méditation, évidemment, a des effets sur le cerveau. Puis, une méditation sur... on est un focus gratitude, a des effets bénéfiques. Oui, exactement. Quels sont-ils? Juste un instant. Bien sûr. Oh, le voilà. Ah, petit cerveau. Mon petit Bienvenue cerveau cette adoré. semaine. Alors, le petit cerveau ici, lorsque nous éprouvons de la gratitude, il a des transformations à l'intérieur de lui. Je vais te nommer, par exemple, la culpabilité et la honte. C'est une émotion. Ouais. Lorsque cette émotion ou ces émotions surgissent, ça va déclencher, bizarrement, le centre de récompense dans notre cerveau et ça va déclencher la partie de la conscience de soi ou l'amélioration de la conscience de soi. Donc, culpabilité, c'est ce qui va se passer. Au niveau de l'anxiété, ça va déclencher le système limbique qui nous fait dire « Ah, j'ai besoin de l'anxiété et regarde, au moins, je fais quelque chose pour me calmer. » Système limbique, c'est le centre des émotions, c'est le centre des hormones, donc toutes les décharges pas électro, mais biochimiques, les hormones, etc., c'est géré là. OK.
Oui. Oui, je te le demande. Oui, j'imagine. Mais j'ai pas tout encore super bien étudié, Parfait. tout le cerveau. OK. Mais il nous reste la gratitude. Oui. Et la gratitude, elle nous oblige à se concentrer sur les choses positives qu'il y a autour de nous. Et ça s'en vient dans notre cerveau augmenter la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Le bonheur. On court tellement après ça. Donc, plus on éprouve de gratitude, plus notre cerveau va produire de la sérotonine et on va être heureux. OK, donc c'est de briser l'habitude avec la gratitude. On change notre façon de penser. Oui, c'est parce qu'on pourrait dire que l'habitude tue la gratitude. C'est vrai? Et lorsqu'on est habitué, nous, dans notre vie, on a des petits tracas, mais notre style de vie, on a une maison, on peut manger, on a de l'eau, tout est On a ce qu'il acquis. faut pour survivre. Oui, on a tout ce qu'il faut, mais on oublie qu'on est chanceux d'avoir ces choses-là. C'est vrai, ça. Donc, c'est l'habitude. L'habitude d'avoir un corps qui bouge sans qu'on se questionne. Par contre, fais-toi mal au petit doigt, tu t'aperçois que ton petit doigt... Il sert dans une journée. il sert beaucoup dans une journée. Et Ouais. là, tu éprouves de la gratitude quand il guérit. C'est vrai. Mais... OK. Et les clés de la gratitude, les trucs que tu aurais à nous offrir aujourd'hui? Oui, là, je vous ai amené 5 trucs. Parfait. Donc, un des premiers trucs, c'est de se demander tous les jours trois choses pour lesquelles on peut éprouver de la gratitude, soit le matin ou le soir. On peut aussi se tenir un petit journal de gratitude à remplir à tous les jours, méditer, nous permet aussi de respirer et d'activer aussi dans notre cerveau les ondes alpha qui vont aussi nous permettre de se calmer et de voir les choses positivement. Ouais. Et pratiquer la gratitude va nous emmener à être dans un état de gratitude. Ça va avoir un effet sur notre humeur et en même temps, nos actions vont être de plus en plus positives. Et la dernière, c'est de développer une routine peut-être à la maison avec nos enfants pour les habituer à éprouver la gratitude. Donc, chez nous, on fait ça à tous les soupers. C'est mon enfant de 5 ans qui anime. Et la première question, c'est qu'est-ce que tu as le plus aimé de ta journée? Ah, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est le fun. Avec mon ancienne copine, on faisait ça, puis c'est vrai que ça met un beau point à la journée, puis on se rend compte que, hey, malgré qu'il y a peut-être eu ça qui n'a pas marché, hey, ça, c'est un beau moment. Ça, c'est Ouais, très cool. puis ça. tout le monde parle, même papa, maman, la sœur, tout le monde. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a été plus difficile dans ta journée? Et la troisième question, c'est à qui ou à quoi as-tu envie de dire merci? Alors, nous, c'est tous les soirs au souper. C'est notre petite tradition qui permet à chacun de parler et de s'écouter. Ah, ça, c'est super important. Et puis, un autre truc aussi, de commencer sa journée en établissant les gratitudes de la journée. Exemple, à chaque matin, on se réveille un petit matin un peu à rebrousse-poil, une autre journée un petit peu plus en lendemain de veille ou quoi que ce soit. Juste de se regarder dans la glace, de se prendre un petit moment pour soi, pour dire merci la vie d'avoir, exemple, eu une grasse matinée ce matin, ou merci la vie, ou merci l'univers, ou merci pour le copieux déjeuner que j'ai ce matin, ou des trucs comme ça. Ça paraît banal, mais c'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, souvent, les gens vont se créer des besoins. Et chaque fois qu'on se crée des besoins, on a un sentiment de vide. Il va falloir le combler. Ouais. Par contre, quand on éprouve de la gratitude, on voit ce qu'il y a autour de nous et on voit qu'on est riche, qu'on a beaucoup de choses. Oui, dans le fond, c'est ce qu'on pourrait faire le comparatif, c'est plutôt que désirer des trucs que les autres veulent, juste constater qu'est-ce que j'ai, puis aimer ce que j'ai. Oui. Fait que ça va vous coûter moins cher, les parents, si vous pratiquez la gratitude avec vos enfants. Ils vont demander moins de cadeaux à Noël. Oh, ça, je suis pas sûre. Ça, je suis pas sûre. Là. Ils vont peut-être être plus contents des cadeaux qu'ils vont se Plus recevoir. contents. Oui. Ils vont être en éternelle gratitude envers le nouveau jeu vidéo, le nouveau Wii Fit ou quel cossins sont rendus maintenant. Cool. Alors, un gros merci. Pour en savoir plus, pour les gens qui voudraient justement développer ça, la gratitude, il y a sûrement des ateliers, des formations qu'on peut suivre. Est-ce que tu as une idée où est-ce qu'on pourrait aller? Ben oui. Je vous invite à aller sur ma page Internet qui est ici et maintenant.org. Ah, voilà. Donc, on va pouvoir trouver une information sur les chroniques que tu viens nous parler. Oui, ainsi que je les mets petits trucs. toutes nos chroniques sur ma page web. Voilà, donc pour avoir un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'on s'est parlé depuis le début de la saison. Et puis, ça tourne toujours autour de
Méditation égale bien-être. Méditation, bien-être, enfant. Oh, aussi avec les enfants, Oui. c'est vrai, c'est ta spécialité. Oui. Donc, un gros merci. Alors, à on se toi. revoit l'année prochaine. Hein? Chronique 20 avec Vicky Volikakis. Salut, Vicky. Salut! Contente de te voir. Toujours un plaisir de venir ici. Alors, c'est la période des huîtres. Bien sûr, tous les mois qui finissent par brun, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est les mois d'huîtres. Exactement. Et puis, souvent, les gens ont tendance à penser que les rosés, c'est juste l'été, sur le bord de la piscine, quand il fait chaud. Mais c'est pas vrai, là. Non. OK. Moi, c'est vraiment rosé à l'année. Ça rime, fait que vous allez vous en rappeler. Ça rime en crime. Est-ce que ça rime avec huîtres? Oui, Ouais. oui. C'est sûr que j'irais en premier lieu avec le pic-poule. Ben oui, je te laisse rouler parce Mais que... il n'y a pas de souci. c'est toi qui connais On l'ordre. pose des questions et puis Voilà. Je te ça me laisse fait aller. plaisir. Mais en fait, oui, alors, vin blanc, Ormarine, le pic-poule de Pinet, les pains de Camille. Ici, on est en bas de 15 C'est le vin de prédilection pour les huîtres. Alors, on est dans le Languedoc, en France. On est sur le bord de l'étang de Thau. Et quand on va là-bas, il y a plein de cabanes à huîtres. Ils font la culture des huîtres là-bas. Donc, c'est comme un mariage qui allait de soi. C'est là. comme le ketchup avec le hot dog, genre. Genre. Version un petit peu plus upscale, disons. Exact. Fait que là, on est ici, sur le bord de l'étang de Thau, avec un beau vin blanc qui est parfait pour aller avec les huîtres, mais ça peut aller avec plein d'autres choses. On peut y aller avec des fruits de mer, on peut y aller avec des salades, du poulet. On peut le prendre en apéro, tout simplement. OK. Alors, Oh, voilà. Oh, ça sent fruité. C'est Ça sent presque du jus de pomme, c'est fou. oui, bien, La première, ça m'a fait penser à ça. c'est très aromatique, hein? Oh! Sec en bouche. Ouais. C'est bien. Une belle explosion. C'est exactement. Explosion de saveurs, des zestes d'agrumes là-dedans. Ouais. On sent la fraîcheur. On a un petit côté salin. Tu sais, sur le côté de la Oui, langue, on le sent exactement un ça petit ici. peu. Où est-ce qu'un petit peu de sel... Oui. Une bonne huître, ça serait bien. Oui, fait que, tu sais, T'en as l'huître... pas apporté. Hey, j'aurais vraiment Colin. aimé ça. Ça aurait été tellement mais le bon. match parfait. Mais le vin est délicieux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut le boire comme ça en Oui, apéro, tout exactement. simplement. Comme là, on n'a rien, puis ça serait parfait, tu sais, Ouais. juste pour discuter. Et puis, Ben, quoi de mieux un dimanche matin? Et puis, ben ici, pour les gens qui regardent beaucoup les taux de sucre, on est juste à 1,6 g de sucre par litre. Donc, c'est vraiment très C'est sec. presque rien. Fruité naturellement. Parfait. On passe Donc, au suivant. Bien sûr. Fait que là, on parlait des rosés tantôt. Bien sûr. Qui peuvent aussi aller avec les huîtres. Bien Ici, vous vous rappelez du pive gris? Gris, bien sûr. Hein? Alors ça, c'est son grand frère. Parce qu'ici, on est sur un rosé de gastronomie, donc plus de raffinement. Tu sais, le pive gris est très passe-partout, il est Ouais. très agréable. Mais là, ici, on est sur le Vie de Bohème. Vie de Bohème, en fait, c'est une cuvée hommage que Brigitte Jean-Jean a voulu faire à la Camargue, parce qu'on est situé sur les sables de Camargue, ici, avec un 100 Où est-ce qu'on trouve le sel de Camargue aussi? Oui, exactement. OK. D'accord. Donc, c'est pour ça, le fleur de sel de Camargue. Donc, 100 grenache gris, cuvée hommage de Brigitte Jean-Jean, qui appartient le vignoble, les vignobles Jean-Jean, que c'est elle et sa famille. Et puis, elle dit que c'est... en fait, si je peux vous réciter exactement si tu ce peux qu'elle a citer, bien dit, sûr. comme ça, je ne vais pas mauvaisement la rapporter. Ma cuvée, Vie de Bohème, est un hommage à la Camargue libre, insouciante, belle et sauvage. Une invitation à lâcher prise et à en profiter pleinement du moment présent. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. C'est ce qu'on fait. Et puis, c'est pas un produit qui est à l'année, celui-là. Exactement. Donc, c'est une On spécialité. peut boire du rosé à l'année, oui, mais rosé ce à produit l'année. n'est pas importé à l'année, donc. Exactement. Tu sais, alors Wow. ici, tout aussi aromatique que l'autre, mais vraiment différent. Un petit peu plus doux. Tu sais, on a des saveurs de fruits, des mangues, Ouais, un tu petit peu au sais, fond. des fruits à chair blanche, là. Ouais, Encore le petit côté salin qu'on retrouve. ouais, que j'aime. Tu sais, parce qu'on est dans la même région, on est toujours dans le Languedoc. Par contre, ici, on est sur les sables de Camargue. Tantôt, on était sur le bord de l'étang de Thau. Donc, toujours avec les huîtres, mais Ben, aussi, les qu'est-ce qu'on huîtres, mais prendrait? aussi, tu sais, on le prend autant en apéro qu'en repas, OK? Fait qu'un saumon, peut-être un filet Ouais. de saumon grillé, ça pourrait être super bien Super avec délicieux, ça. ouais. Bref, puis c'est bio.
Hein? Alors, les gens, de plus en plus, recherchent aussi des vins secs, mais aussi bio. Ouais. Alors, On veut savoir ce qu'on consomme. Ma suggestion pour les rosés. Puis c'est ça, rosé à l'année, hein. Pensez pas que c'est juste l'été, les rosés. Fait qu'on peut en profiter. Ça rime tellement bien, été rosé, voilà. Oui, puis à l'année. OK. Et puis, par la suite, on a la dernière. Qui est un dernier, pardon. Oui, c'est ça. Le petit nouveau chez nous, Aquinas. Ils nous disent en plus comment le prononcer, Aquinas. Aquinas. Alors, North Coast, Californie, Cabernet Sauvignon. Donc, 85 ici de Cabernet Sauvignon. On complète le 15 avec du Merlot à 10 et 5 de Syrah. Donc, c'est un assemblage. Exactement. C'est majoritairement Cabernet Sauvignon, mais oui, c'est parfait de dire que c'est un assemblage parce qu'on y va avec 2 autres cépages. D'accord. Un assemblage, tout le temps 3 cépages minimum? En fait, un assemblage, c'est vraiment dès que tu as plus qu'un type de raisin. D'accord. Fait que ça peut être juste, mettons, comme Sémillon, Sauvignon, mais là, ici, on a Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. OK. Et puis, l'équivalent, celui-là, là, on manque de verre et on manque de temps. Ben, écoute, on va faire ça comme on va ça. se refaire ça comme ça. Voilà, la bonne franquette. Bien, c'est ça. Et puis, en fait, ça, c'est parfait pour tout ce qui est viande. En fait, une bonne entrecôte là, saignante, là, ça pourrait être parfait. Je l'ai fait déguster dernièrement dans un salon de vin. Ça a été le coup de cœur de la plupart des gens. Oh que oui. Oh que oui. Moi, je suis plus une buveuse de rouge. Oui. Toujours au repas. Écoute, j'imagine tellement la côte de bœuf rosée, là, rouge, Oui, saignant. Un bon filet mignon aussi. Oui, oui, c'est ça. Tout ce qui est viandeux, là, Tout ce qui est carnassier, la bonne viande rouge. Sans plein ça. Fait que ça pourrait être parfait. Puis, encore une fois, on est sur quelque chose de sec. Il y a juste 2,6 grammes de sucre. On est dans la vingtaine de dollars. C'est corsé, mais agréable. Disponible à l'année, celui-là? Alors, disponible à l'année à la SAQ. Toujours. Alors, le nom, c'est Aquinas. Aquinas, Cabernet Sauvignon, North Coast, Californie. Ben, encore une fois, un gros merci, Vicky. Ça me fait Alors, plaisir. Chronique vin avec Vicky Volikakis de chez Select Wines. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Rousseau, pianiste. Salut Rousseau, Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Toi aussi, ça va? Oui, super. Alors, merci d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir, Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas Rousseau, tu es un musicien professionnel. Oui. On a pu le voir accompagner des artistes ici et là, un petit Oui. peu partout. Absolument. Et là, tu nous présentes ton premier effort solo, Oui, complètement toi, 100%. mise à nu devant tous, fait. Ah oui, absolument. C'est 10 compositions, puis c'est toutes mes idées, évidemment. Fait que c'est vraiment la première mise à nu. Un peu gênant, même, on pourrait dire, au départ. Mais c'est vraiment, il faut se lancer. Puis tellement fier de présenter ça qu'à un moment donné, faut pas penser à ça, là, ce que les gens vont penser toujours, Non, etc. mais non. Je trouve tellement ça beau, là. Finalement, moi, je recevrais ça, je serais content, là. Fait que j'ai aucun problème avec ça. C'est parfait, Puis, ça. Ah oui, absolument. Je suis tellement... Je te dis, c'est vraiment... fun d'avoir terminé ça, en fait, parce que ça fait plusieurs années que je fais ces compositions-là. C'est sûr que je me suis promené dans toutes sortes de styles, etc. Puis ça a été composé vraiment pendant mon appartement à Rosemont. C'est le titre de l'album, Ben, en c'est fait, ça, là, la question Rosemont. que j'allais te poser, c'était la prochaine. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé si spécial au coin de Rosemont et Saint-Hubert, dans cette petite pièce où est née cette musique? Absolument. C'est, écoute, c'est pas tout dans la même pièce, c'est pas tout le même jour. J'ai vécu 5 ans à cet appartement-là, à Saint-Hubert-Rosemont. Puis ça a été le moment où est-ce que ça a été composé, ces pièces-là. OK. Fait qu'il y a eu plusieurs moments de ma vie, évidemment, des plus joyeux, des plus tristes un peu. Puis c'est souvent lié à un petit moment de ma vie, donc je peux puiser un peu de mon énergie pour faire une composition. Je suis pas toujours en train de dire « là, j'étais triste, alors ma tune était triste ». Mais il y a certains moments, oui, qu'on était un peu plus triste, puis il y avait des chansons tristes. Mais je te dirais que l'énergie est quand même... L'énergie du moment, oui, est importante pour chacune des compositions. Puis sur Rosemont, il y a eu quand même plusieurs choses. Il y a eu, peut-être 2 relations avec 2 blondes. Il y a eu plusieurs amis. Il y a eu plusieurs parties. Il y a eu beaucoup de matins tard. Tu sais, des matins, tu te lèves tard. des grasses matinées. Deuxième café. Deuxième café. Oui, avec le gros trafic aussi. Puis ma voiture qui bloque une 2 voies. Là, tu regardes ça. avec Puis ton là, café. oui, exactement. Génial. Fait qu'il y a beaucoup de ça, d'espèces de relax de l'appartement. Certaines relax. plénitudes que tu avais dans ce moment-là de ta vie, où Ouais. est-ce que il se passait plein de choses, c'était agréable, tu revenais à la maison, puis c'était ton chez-toi, là. Absolument. Puis c'est sûr qu'après le conservatoire, j'ai quand même étudié beaucoup en musique, mais il y a une petite drop là, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Là. Fait que cet appart-là, c'est au moment de cette drop-là. Fait que j'ai quand même pas mal de temps, tu sais. Fait que justement, le matin, tard, deuxième café jusqu'à midi, 1 heure, là...
de plus en plus, ça arrive moins. Là. En fait, ça arrive de moins en moins, finalement, parce que je commence à être plus occupé. Ben oui. Mais ce moment-là va toujours rester comme un moment où j'avais le temps, puis que j'étais dans cet appart-là, qui était un appart très étudiant quand même aussi. Là. Et c'est ce qui est le fun aussi de ces appartements-là, nos premiers apparts, les aventures qui se passent, tu parles des longues soirées, des parties, etc. Puis c'est imprégné dans cet album au niveau musical, parce que je prends des chansons comme la chanson Rosemont, la pièce titre, c'est pas une chanson parce qu'on chante pas. C'est vrai, je dis chanson moi aussi, puis moi-même je me fais la pièce titre Rosemont, c'est très relax, c'est très... ça baigne de plénitude, justement. Après ça, on y va avec Blues de Chopin, qui est vraiment très, très balade, très... c'est peut-être là, le petit deuxième café du dimanche matin qu'on finit tard. C'est ça, en fait. Vraiment, là, Rosemont représente particulièrement exactement l'appartement et le deuxième café. Si on veut vraiment se mettre dans l'ambiance de l'appartement, c'est la chanson titre, la pièce titre, c'est Rosemont. Après, c'est vraiment, on s'en va dans différents styles. Moi, j'ai fait du classique toute ma vie. J'ai étudié au conservatoire. En classique. Oui, je fais du piano depuis que j'ai 4 ans. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai été accepté. Puis là-bas, au conservatoire, je savais pas ce qui se passait avec moi. Il fallait que je fasse du piano, puis c'est tout. Fait que j'ai toujours fait du piano, là, tu sais, petit gars qui fait du piano, qui continue. Donc, tu as toujours connu ça? Ça t'est pas venu une passion subite de dire hey, moi, je veux jouer du drum, je veux jouer de la guitare? Ah non, c'est ça. J'ai pas eu le flash à 14 ans. Là. Moi, c'est vraiment... J'avais 4 ans. La question, c'est quoi ton instrument? Mes frères, c'était c'est quoi ton sport? Ma sœur, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Moi, c'était c'est quoi ton instrument? Puis j'ai jamais posé de questions. Ils ont dû remarquer que j'avais certains talents ou c'est ça, une envie surtout, hein, parce que le talent puis l'envie, c'est quand on est enfant, il faut que ça capte l'attention. Ouais, c'était chez ma grand-mère, il y avait un piano, puis je me retrouvais à toucher sur les notes. Puis en quelque part, j'ai dit que je voulais faire du piano parce que je le savais que ça allait faire tout le piano. Tu peux faire les basses, tu peux faire le middle, tu peux faire les highs, tu peux faire le drum, tu peux faire l'orchestre. Ben oui. Fait que maintenant, quand je compose, c'est exactement comme si j'étais devant un orchestre, puis je sais tout ce qui se passe. Là, tu parles du piano de ta grand-mère. Est-ce que ta grand-mère ou des gens de la famille étaient musiciens ou c'était simplement le piano qui était dans la maison, puis ça donne que t'es le bambin qui s'adonne à pianoter un peu dessus? Une famille très artistique. Peut-être pas directement musicien. Je suis pas né dans des parents vraiment rodés en musique qui m'envoient dans une voie de musique. C'est plus moi qui leur ai appris la musique à mes parents. T'sais, en étant acceptés au conservatoire, ils ont fini par bien apprendre le classique. Ils ont fini par être vraiment au courant de ce qui se passait dans le monde classique. Ouais, c'est ça. Là, ils sont super bons là, maintenant en musique parce qu'ils savent des petites affaires. Fait que non, mes parents directement, ils sont pas musiciens, mais mon père est graphiste. Fait qu'il encourage ça, l'art, etc. Ça a toujours été encouragé dans ma famille. Mais quand même, ça a peut-être sauté une génération parce que justement, ma grand-mère jouait du piano, etc. Fait que je pense que ça baigne dans ma famille depuis longtemps. Ça s'est peut-être réveillé avec moi, quoi que ce soit. Peut-être su éveiller les passions familiales, musicales ou artistiques. Ouais. Écoute, des belles choses qui s'en viennent pour toi, dont ton lancement qui s'en vient incessamment. Donc, à la date d'enregistrement, le lancement se passe le 9 novembre. Oui, c'est ça. Il est déjà sold out. Vraiment, déjà sold out. Complètement. Donc, je suis surpris, je vous dis, là, c'est incroyable. Comme ça va être diffusé après, ben wow, c'était un succès. C'est vraiment le fun. Je te dis, tellement je suis content gros, pour toi. Je reviens pas. J'ai juste fait ça en ligne. J'ai fait un drôle de vidéo. J'ai fait une espèce de trailer de film pour mon album. C'est comique. Je me suis lancé dans l'humour un peu. C'est drôle. Là, on me voit quand j'ai 6 ans, quand j'ai 15 ans, quand j'ai 29 ans comme aujourd'hui. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie jusqu'à l'album. Puis c'est 1 minute 20. C'est ta force, c'est exactement ça. Tu as toute une vie faire le premier album, puis après ça, tu as généralement 1 an ou 2 pour faire le deuxième. Oui, on verra parce que ça dépend. Je peux aller tellement vite comme je peux aller lentement. Ça dépend de mon envie, je te dirais. Ça dépend de chaque moment. Puis quand on a... C'est un peu banal, chaque musicien dit ça, mais quand on a du support, là, le deuxième album, au moment de la construction de l'album, on se sent bien, on se sent même un peu cool, on se dit « yes, je vais faire ça, le monde va l'écouter, je vais pouvoir dire de quoi au party de famille, je fais un spectacle ». Tu sais, quand t'arrives au party de famille confiant parce que t'as plein d'affaires à dire, c'est la clé. C'est tout. Si à Noël, là, t'es pas trop stressé, là, t'es bien, là, t'es correct. Là. Et voilà, mais c'est la clé. Ben écoute, donc Rousseau, l'album Rosemont, qui est présentement disponible sur rousseaumusique.com. On peut aussi visionner ton trailer d'album. Absolument, oui, qui est là. C'est drôle à dire, un trailer d'album. Non, c'est ça. Je trouve que c'était tellement une bonne idée. On m'a même demandé, on m'a dit, j'ai hâte de voir le film. Ben écoute, c'est la suite. Il n'y en a pas, là. Biographie dans 40 ans. Oui, c'est ça. On verra si plus tard si je fais quelque chose avec ça. Mais... Ça va y arriver. Rousseau, un gros merci. Merci à vous d'acheter l'album et surtout d'avoir répondu en grand monde pour mon lancement. C'est vraiment un bel encouragement. Ça commence très bien. Puis c'est des belles mélodies là, pour ceux qui sont musicales là, puis qui aiment vraiment jouer avec le système de la musique. Je vous encourage fortement à écouter ça. Ça fait du bien. Ça ressemble un peu à Yann Tiersen, à Chili Gonzalez. Bon vendeur. Un peu à Alexandra Strelinski. Tous ceux qui aiment se faire bercer, vont aimer ça. Un gros merci. Ça fait plaisir. Merci à vous.
C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez à l'écoute car il y a Fans de Country dans quelques instants, suivi de Bingo TV Laval avec 3 500 $ en lot, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Pour la liste des détaillants des cartes de Bingo TV Laval, consultez le site web tvrl.ca ainsi que notre page Facebook. D'ici là, n'oubliez pas, dimanche matin, TV Laval, c'est Bingo. Jusqu'à la semaine prochaine, mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne semaine.